Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, manifestation de Genève visant à perturber le séjour du chef de l'État Paul Biya. Des parlementaires et acteurs sociopolitiques condamnent les marches annoncées pour demain. Certains soulignent néanmoins que Paul Biya doit rester attentif aux revendications de la diaspora. 2 ans après son arrivée au ministère de la Communication, René Emmanuel Sadi fait le tour des médias. Le ministre de la Communication était ce jour dans les locaux du groupe Equinox Télévision à Douala. Les temps forts de cette visite, c'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Manifestation à Genève en Suisse. Des acteurs sociopolitiques condamnent les marches visant à perturber le séjour du chef de l'État à Paul Biya. Parmi ces acteurs, le chef supérieur Bamendiou, Jean Ramo Sokudjo, qui demande toutefois au chef de l'État Paul Biya d'être attentif aux revendications des manifestants. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bogba et Gizogo. Et je vous le disais justement sur ces manifestations à Genève en Suisse, des acteurs, des parlementaires et acteurs sociopolitiques condamnent les marches annoncées pour demain à Genève. Parmi ces acteurs, le chef supérieur Bamendiou, Jean Ramo Sokudjo, qui demande toutefois au chef de l'État Paul Biya de rester attentif aux revendications des manifestants. On fait le point dans ce reportage de Gizogo et Élisée Bogba. C'est une déferlante des réactions qui s'accumulent à la veille de la manifestation projetée par la brigade anti-Sardinard basse contre la présence du chef de l'État Paul Biya à Genève en Suisse dans le cadre d'une visite privée. Au sein des institutions, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, dans un communiqué, déplore et regrette cette défiance récurrente vis-à-vis des institutions républicaines et celui qui les incarne, Paul Biya. Il ajoute que la Chambre basse du Parlement constate que pour ces Camerounais de la diaspora, du reste minoritaire, seule l'opinion internationale et non nationale compte. Dans la même veine, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, signe également un communiqué dans lequel il condamne ce qu'il qualifie de propension de certains Camerounais de la diaspora à ne manifester aucune considération pour la fonction de président de la République, consacré pourtant par la Constitution. Quant aux partis politiques, ceux de la mouvance présidentielle dénoncent en chœur ce qu'ils considèrent comme une tentative de déstabilisation des institutions républicaines. L'UPC constate avec regret, mais alors avec regret, la détermination de certains compatriotes et leurs satellites politiques, véritable horde de barbares, à s'attaquer avec acharnement à l'institution républicaine que constitue le chef de l'État. De plus, y compris les chefferies traditionnelles, y vont de leur point de vue. Et celui-ci, assez inattendu, vient d'une figure pas toujours en bon terme avec le régime en place. En effet, Jean Ramo Sokudjo, le roi des Bamendiou dans l'ouest du Cameroun, dit s'opposer à l'idée d'aller s'en prendre au chef de l'État hors du Cameroun. Une démarche qui aura pour seule conséquence de ternir l'image du Cameroun. Mais il appelle néanmoins les tenants du pouvoir à écouter les cris de sa jeunesse désespérée. Enfin, hors du Cameroun, en Suisse, Léonard Bindji, l'ambassadeur du Cameroun dans la Confédération helvétique, exhorte dans un communiqué les Camerounais de la diaspora à ne pas s'associer au projet de marche de la basse contre la présence de Paul Biya en Suisse, justement. Rarement une visite privée du président de la République à l'extérieur aura autant cristallisé les passions au Cameroun comme celle de ce mois de juillet 2021 à Genève, en Suisse.
La journée du lundi 19 juillet 2021 est déclarée fériée sur l'ensemble du territoire national. Ce décret du chef de l'État Paul Biya fait suite à la célébration de la fête de la Tabaski qui aura lieu mardi 20 juillet 2021. Il y a une semaine, Equinox Télévision réalisait un reportage sur une portion de route en piteux état de l'axe Carrefour-Le Maire Kamitoyota à Bafoussam. L'indifférence des autorités a failli conduire au pire. Un camion s'y est renversé et a évité de justesse une chute dans un ravin. On fait le point dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenny. Cet élément que nous aurons certainement avant la fin de cette édition du journal. Comment faire pour promouvoir la transparence dans la gestion financière et comptable des communes au Cameroun à l'ère de la décentralisation? La question préoccupe l'Ordre national des experts comptables du Cameroun réunis à Ebolova. Roger Takala et Josepha Benabena. Avec l'avènement de la décentralisation, la question de la gestion des finances publiques se pose avec acuité. Les exécutifs municipaux sont régulièrement pris au piège des fautes de gestion et accusés de malversation financière. Les maires n'ont pas été suffisamment outillés pour affronter la décentralisation. En fait, les maires sont restés, n'est-ce pas, dans les vieilles habitudes de gérer des mairies un tout petit peu au gré, n'est-ce pas, de leurs humeurs, si je puis m'exprimer ainsi. Donc du coup, lorsque la décentralisation arrive et que cela demande un certain nombre d'exigences sur le plan de la formation et sur le plan même de la qualité de nos maires, de la gestion de nos maires. Et du coup, il y a encore beaucoup de résistance. Et que certains maires s'illustrent par une gestion presque individuelle de la chose, sans trop associer le conseil municipal. Qui plus est, lorsqu'on a même encore au sein de ce conseil quelques éléments qui viennent du côté de l'opposition, on a l'impression que les maires, n'est-ce pas, s'arc-boutent sur la gestion des mairies comme étant un patrimoine, mais alors un patrimoine un peu personnel. Or, nous savons que les mairies sont une affaire des collectivités, une affaire qui devrait concerner tous les citoyens. Réunis ici à Ebolova, dans le cadre de leur 10e congrès, les experts comptables du Cameroun explorent la question de la transparence dans la gestion financière et comptable des exécutifs municipaux à l'ère de la décentralisation. Maintenant, c'est leurs projets qui vont bâtir, qui vont apporter le vrai développement, que les gens vont ressentir. Et pour monter ces projets-là, nous voulons leur apporter quelque chose qui est dans notre ADN. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir que c'est WADA qui organise ça. Si vous voulez prendre les fonds publics dans nos États, dans les 17 États, y compris en Afrique de l'Ouest, c'est WADA qui l'organise et il a balisé ça d'une certaine manière. Article 81, article 83, et vous aurez aussi les questions de communication qu'on pose. Pour les experts, la saine gestion des finances publiques dans les mairies résiderait dans l'instauration efficace d'une fonction publique locale et la formation réelle des acteurs. Il est souhaitable que les CTD soient renforcés sur le plan humain. Les gens ont d'ailleurs évoqué l'hypothèse d'instituer une fonction publique locale, mais aussi renforcée sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan logistique, à travers éventuellement la mise à leur disposition des équipements qui permettraient de réaliser certains travaux. Je crois qu'il y a un besoin de formation au niveau de ces maires, mais on peut aussi dire qu'il y aurait un besoin de simplification des procédures dans la façon de gérer les finances publiques au niveau local. Jusqu'ici, les audits comptables constituent un véritable cauchemar pour plusieurs gestionnaires des communes. Il faut régulièrement se plier en quatre ou jouer le jeu des fausses factures pour montrer patte blanche. Ces travaux des experts comptables qui se tiennent ici constituent un enjeu important pour garantir la transparence des finances publiques en matière de décentralisation au Cameroun.
D'importantes infrastructures sociales réceptionnées par le ministère des Travaux au public. Elles ont été construites dans les arrondissements de Ngombedzap, Mvenge et Lolodorf. Il s'agit entre autres d'une quarantaine de forages, centres de santé, salles de classe devant améliorer les conditions de vie des populations. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. C'est un coup double qui valait la chandelle, puisque du fait de la paralysie qu'il a connue dans son fonctionnement, le conseil municipal de Yaoundé 6 n'avait pas pu avoir les coudées franches pour adopter les comptes administratifs 2019 et 2020. Aujourd'hui, c'est chose faite. Sans compte administratif, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Comme on le dit trivialement, mieux vaut tard que jamais. Nous avons désormais une boussole qui va naturellement guider ce qu'il reste à faire pour le plus grand intérêt des populations. En dépit d'un environnement socio-économique difficile, aggravé par la crise sanitaire, l'exécutif municipal se réjouit des projets qui ont été réalisés au profit des populations. Nous avons pu construire des points d'eau au bénéfice des populations, acquérir du matériel informatique et de transport, entreprendre les travaux de réhabilitation de nos voiries, construire des salles de classe et j'en passe. L'année 2021, qui a déjà franchi son 7e mois, n'est pas de tout repos. La commune est engagée sur divers fronts, dont celui de l'amélioration de la mobilité des populations. Nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de routes viabilisées pour les populations. C'est pour ça que nous avons lancé une vaste campagne depuis pratiquement 2 semaines. Nous allons reprofiler à peu près 11 km de route en terre. Et après avoir fait 3,5 km de bitume dans les artères de la commune de Yaoundé 6. En présidence double conseil, le nouveau préfet du Fundi, dont c'était la première visite à Yaoundé 6, n'y est pas allé de main morte. On a coutume de dire l'habit ne fait pas le moine, mais aussi on doit reconnaître le moine par son habit. Lorsqu'on voit un beau bâtiment, on doit avoir une belle mairie, donc des investissements, ce que les populations attendent. Vous avez le truelle, vous avez le ciment et le sable pour construire un mur. Le moment venu, on devra donc juger le maçon au pied du mur. Aussi, l'autorité administrative a-t-elle invité l'exécutif municipal à travailler à la diversification des niches de recettes? La municipalité doit aussi créer ses propres richesses. Pour cela, elle doit maîtriser le fichier des contribuables et l'élargir aussi pour avoir des ressources propres afin que l'autonomie dont il est question soit effective. L'adoption du compte administratif 2019, couplé au vote partiel de l'exercice 2020, ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Avec l'horizon qui s'éclaircit, l'espoir est permis. Suite du reportage de Marcelin Gansop, rappelons que les travaux de construction de la route Olama-Bingambo sont exécutés à hauteur de 85% et l'entreprise adjudicataire rassure qu'elle livrera ce chantier avant le délai contractuel de juillet 2021. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Bassirou Teye, il est chef de ce projet. C'est un projet qui a démarré depuis février 2019. En principe, le délai contractuel, c'est 42 mois. Mais on a eu un avenant à cause des travaux supplémentaires qui ramène le délai à, disons, à 54 mois. C'est un projet de 106 km. Donc actuellement, le pourcentage d'avancement des travaux, c'est de 85%, pour un délai consommé d'environ 76%. Donc actuellement, si vous pouvez le remarquer, ça roule jusqu'à Bigambo. Donc la couche de base en GV est arrivé jusqu'à Bigambo. Donc à part quelques sauts qu'on a notés au PK 70 sur à peu près 2 à 3 km, sinon sur tout le tronçon, actuellement ça circule. Sur ce projet, on avait donc environ 280 dallos. Actuellement, il reste à peu près une dizaine de dallos à faire dans la traversée de l'Olodov. On a eu deux ponts, dont celui-là que vous voyez. Il y a un autre au PK 70. Donc les 2 ponts aussi sont finis. Actuellement, il reste juste, disons, les épreuves à faire. Le délai contractuel, normalement, c'est juillet 2022. Mais vous voyez qu'on est largement en avance par rapport, disons, au délai contractuel. On compte livrer effectivement le projet avant le délai contractuel.
Zoom à présent sur la localité de Moudeka dans l'arrondissement de Tiko. Cette bourgade frontalière au sud-ouest et au littoral croupit dans un sous-développement criard malgré ses richesses naturelles. La carte postale, c'est avec Gladys Sidi. 10 juin 2011 ou septembre 2016, les deux dates où les cours ont été dispensés dans ces deux salles de classe de l'école publique de Moudeka dans l'arrondissement de Tiko au sud-ouest du pays. Les salles de classe sont désormais le repère des brigands. De hautes herbes ont envahi le bâtiment. Toutefois, les tables bancs renseignent de ce que l'espace était autrefois occupé par des apprenants. Dans notre école primaire, nous avons beaucoup de problèmes concernant les employés. Si je dis les employés, les maîtres d'école. Et nous voyons que la plupart de ce problème viennent de l'hiérarchie, de l'autorité en tête, qui est le directeur d'école, que nous appelons ici vulgairement le headmaster. Ce headmaster ou le directeur de cette école n'est jamais en place pour surveiller les activités des maîtres, les activités des élèves et ainsi de suite. Depuis qu'il a été nommé directeur d'école, il n'est jamais à l'école. Ça fait que tous les élèves, les parents n'ont pas pu envoyer les enfants à s'inscrire à l'école. Ils vont dans d'autres écoles privées dans les environs. Ce bassin de production agricole ne bénéficie pourtant pas des retombées de son sol riche. Nous avons eu même le centre des états civils que nous avons doté même de terrain pour construire un centre d'état civil, même la sous-préfecture et autres institutions administratives. Le sous-préfet nous a promis d'envoyer notre demande à l'hiérarchie. Mais comme nous connaissons la lenteur de l'administration, nous attendons toujours. Moudeka n'a pas d'adduction d'eau. Le volet santé, comme les autres, est tout aussi lésé. Pourtant, plusieurs accidentés de la voie publique sont transportés ici. En ce qui concerne l'équipement au centre de santé, nous avons nos lits, nos matelas sont presque finis, ce qui fait que les patients qui sont internés là sont généralement mal à l'aise. Ils se plaignent du mal de dos. Quand ils se couchent sur ça, ils disent que le matelas n'est pas assez gros. Nous recevons des cas d'accident ici, mais parfois les cas sont assez graves que nous ne pouvons pas prendre soin d'eux. Mais les moyens de transport pour les référer est souvent difficile. Les populations de Moudeka aujourd'hui veulent sortir du sous-développement et lancent un cri de détresse en direction des pouvoirs publics. Nous demandons même au maire de la commune de Tiko savoir que Moudeka Village est un village qui est dans l'arrondissement de Tiko. Mais parce que Moudeka est exclu. Je vous le disais en titre, tournée du ministre de la Communication dans les médias de Douala, René Emmanuel Sadi, qui était ce jour même au siège du groupe Equinox, reçu par le président directeur général. Séverin Tchunke, le patron de la communication, a fait le tour des studios et différents plateaux d'émissions. Il a surtout échangé avec le personnel sur la pratique du métier. Je vous invite à présent à écouter Emmanuel Sadi au micro d'Equinox Télévision. Essayez d'échanger avec vous sur les voies et moyens de faire en sorte que l'option démocratique que le président de la République a choisie et qui est irréversible, qu'ensemble nous essayons de l'édifier, de la consolider, de la bâtir ensemble. Et c'est ça, et je pense qu'on peut le faire dans une espèce de logique consensuelle. Et c'est ça que j'ai voulu également, à l'occasion de cette visite, échanger avec vous. Je suis venu justement pour confirmer ça, l'option présidentielle de la démocratisation, la large démocratisation. Échanger avec Equinox, sa direction générale, ses
ces acteurs principaux que vous êtes, M. Nufele, qu'on connaît. Parlons sport à présent. Une fois le Ghana indépendant en 1957, le président Kwame Nkrumah faisait sien le combat pour l'unité de l'Afrique. Le ballon roulant pour cet objectif, le pays abrite la 4e Coupe d'Afrique en 1963, année de création de l'Organisation de l'Unité africaine. Jean-Paul Chouniat sur la 35e escale du chemin de Cannes. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. He called it Ghana. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim. We will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim. Même bien avant l'indépendance de son pays, le Ghana en 1957, Kwame Nkrumah mijotait déjà au fond de lui la création des États-Unis d'Afrique, un continent encore sous contrôle des puissances coloniales qui ont donné une moitié de l'indépendance de la main droite, tout en retenant une partie de la main gauche. Son bâton de pèlerin en main, l'enfant prodige de Crowfool parcourt le continent d'est en ouest, du nord au sud, pour panafricaniser ses pairs sur l'impérieuse nécessité de tous les États africains de s'unir à l'image du modèle américain avec 50 États fédérés. L'écrivain américain John Guntler a dit que le Ghana est une opportunité pour l'humanité. Êtes-vous d'accord? C'est l'opportunité pour les Africains de démontrer qu'ils peuvent gérer et s'assumer. Ghana. Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim. We will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence. Le panafricanisme, c'est la preuve que les Africains doivent s'unir. Les autres États colonisés doivent être libérés. Ce sont des idées importantes. We continued even after I had quit teaching to travel to Ghana. Nous ne cessons chaque année d'aller nous abreuver auprès de Kwame Nkrumah. Le projet est trop beau pour être vrai. Selon certains suppôts de Paris, comme Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Léon Mba du Gabon, viscéralement attachés à vivre ad aeternam, sous les ailes de la France. Ces apôtres de la France-Afrique n'hésitent pas à narguer leur homologue Ahmed Sékou Touré de la Guinée-Conakry, Kwame Nkrumah, de rêver les yeux ouverts d'un idéalisme panafricaniste avec à l'arrivée des États-Unis d'Afrique. Le président ghanéen se rend même à la tribune des Nations Unies à New York pour dénoncer le système colonial avec ses relents impérialistes de maintenir les pays africains sous le joug de l'esclavagisation de ces hommes, l'exploitation de ses ressources naturelles et la discrimination des Noirs. Des obstacles sont dressés contre nous, je pèse bien mes mots. Elles sont multiples et très puissantes, s'appuyant sur les instruments de colonialisme et de néocolonialisme. Et ce, aidés par des cabinets noirs qui opèrent partout dans le monde entier et à tous les niveaux, politiques, économiques, culturels, militaires, éducatifs et sociaux. Bon nombre de chefs d'État des nouveaux pays indépendants partagent le combat de Kwame Nkrumah, avec en premier le Négus Haïlé Sélassié d'Éthiopie. Tous se rencontrent régulièrement pour en débattre, comme ici au comice agro-pastoral d'Accra, avec à l'honneur un invité spécial, le Premier ministre camerounais El Hadj Amadou Ahidjo. Sur le fond, partisans du fédéralisme, sous la férule du Ghanéen Kwame Nkrumah, s'oppose farouchement aux adeptes d'une Afrique des États, avec à sa tête un super président, le chef de l'État sénégalais Léopold Sédar Senghor. Au terme des débats houleux, la vision de l'unité africaine comme outil de coopération est adoptée en lieu et place de la vision d'intégration des États. Ainsi, les présidents maliens Modibo Keïta, Kwame Nkrumah du Ghana et le Togolais Sylvanus Olympio rédigent la charte de l'organisation. Et le 25 mai 1963, 32 chefs d'État ici en images
Habib Bourguiba de Tunisie, Léon Ba du Gabon, Haïlé Sélassié d'Éthiopie et bien d'autres signent ici l'acte fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, avec siège à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une première victoire d'étape pour le panafricaniste Kwame Nkrumah. Blanchet, vous êtes un spécialiste de l'Afrique, vous avez connu le Ghana. Un vieil habitué du Ghana depuis 1952, l'année où Nkrumah est devenu Premier ministre, sous les Anglais encore d'ailleurs. Nkrumah a poursuivi depuis toujours, même avant son idée d'avant l'indépendance, d'avoir une Afrique unie dont il aurait été l'unificateur et le leader. Jamais il n'a dévié de cette ambition, même lorsque la manière dont il la poursuivait allait contre ses propres fins. Accra, the capital of Ghana, stands on the Atlantic coast. The people of Accra love to enjoy themselves, and in the dance halls, the Kalamazoo Shake Your Head, Weekend in California, and the Super Service are just three, they dance to the local high-life music. Désirant depuis toujours de voir le ballon de foot rouler pour l'unité africaine, le président Kwame Nkrumah accueille chez lui, 6 mois plus tard, la 4e édition de la Coupe d'Afrique. Dans ce rendez-vous continental passé de 4 à 6 participants, le tournoi se déroule pour la première fois dans 2 villes. Ghana en baptême de feu, Éthiopie tenant du titre et Tunisie 2e participation, loge à Accra, la capitale. Égypte double vainqueur de l'épreuve et finaliste de l'édition précédente. Soudan finaliste en 1957 et absent de l'édition de 1962. Et le Nigeria, le bleu du tournoi, réside à Koumassi. En match d'ouverture, à l'Accra Sport Stadium, les Aigles de Carthage de Tunisie tiennent en échec 1 but partout. Les Black Stars devant leur public, suivi 2 jours plus tard d'une belle victoire ghanéenne 2-0, synonyme d'un ticket pour la finale. Et perdant leur 2e match 2-4, les Tunisiens quittent le tournoi et l'Éthiopie qualifiée pour la petite finale. Dans le groupe B, les Pharaons d'Égypte déplument 6-3, les Super Green Eagles du Nigeria. Ils n'ont même pas le temps de se remettre. Les voilà atomisés 4-0 par le Soudan. Apprentissage dur pour le Nigeria. 10 buts encaissés en 2 sorties. Nigeria, Égypte, Tunisie et Éthiopie sont éliminés. Le Ghana décroche son premier sacre continental et triangle 3-0 le Soudan. By Ghana that year was a triumph for both the team and their president. Football, he believed, could be a model for African pride and unity. And in a successful Black Stars team, he had the supreme vehicle. And on this note of national joy, the Africa Cup Series for 1963 drew to an eventful close, proving to the world that in unity, the African sportsman is a powerful, talented and inspiring force in the competitive world of sport. L'attaquant Wilberforce Kwadiomfom est dans le trio des meilleurs artificiers, avec soulier d'or pour l'Égyptien Hassan El Chazli, qui succède à ses 2 compatriotes, Fatah El Badawi en 1962, Mahmoud El Gouari en 1959 et Mohamed Al-Diba en 1957. Le président Kwame Nkrumah tenait ainsi son pari et c'était parti pour la sélection nationale des Black Stars et les clubs de Hearts of Oak et la Santé Kotoko de rayonner sur la scène continentale. An inspiring force in the competitive world of sport. And on this note of national joy, the Africa Cup Series for 1963 drew to an eventful close. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. Orange Cameroun et l'Université de Douala, main dans la main pour la digitalisation des campus. La compagnie de téléphonie mobile vient de signer un accord cadre pour des solutions de connectivité. Un reportage. Une poignée de main chaleureuse, accompagnée de you-you, qui marque la signature de l'accord cadre de partenariat de digitalisation entre Orange Cameroun et l'Université de Douala. C'est à l'Amphisson de l'Institut Université des Technologies que l'action historique se déroule sous les regards approbateurs des étudiants, principaux bénéficiaires de cet accord et de leurs encadreurs. L'Université de Douala se réjouit donc d'avoir signé cet accord avec la société Orange Cameroun. Cet accord va évidemment booster les relations, la coopération et cela au bénéfice des étudiants de l'Université de Douala. Pour l'entreprise citoyenne Orange Cameroun, partenaire des pouvoirs publics dans la transformation digitale de la nation, il s'agit d'une suite logique, d'autant plus que son désir le plus cher reste d'offrir aux étudiants
des solutions de connectivité dont ils ont besoin aujourd'hui. Nous avons vocation à aider à la digitalisation des universités, à aider à l'accompagnement des étudiants pour les accompagner dans leur cursus universitaire, pour les accompagner à trouver des emplois, pour les accompagner à se former à travers les contenus digitaux que nous pouvons donner. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 000 étudiants dans tout le territoire qui travaillent avec nous et nous allons pouvoir mettre en place avec l'Université Douala des outils de digitalisation qui seront beaucoup plus à même de satisfaire les étudiants. Techniquement, la convention signée à l'Amphisson entre Orange Cameroun et l'Université de Douala concourra à la digitalisation intégrale des procédures et des process, la dématérialisation, ainsi que la connectivité et l'interconnectivité. À travers ces actions, Orange Cameroun entend répondre aux besoins de digitalisation des universités du Cameroun. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation projetée de la diaspora du côté de Genève, même l'autorité traditionnelle réagit. Connu pour son franc-parler, Sa Majesté le chef supérieur Bambendiou, Sa Majesté Jean Rameau Sokoudjou s'est également prononcé sur les manifestations de Genève. Pour le gardien de la tradition, les marches annoncées pour demain visent à ternir l'image du Cameroun. Toutefois, il invite les gouvernants à tendre une oreille attentive ou à prêter une oreille attentive aux revendications des manifestants. Serge Alain Autou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaille. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, celte temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Georges Tegem, Eric Yombi, Emmanuel Kougné, Marcel Leguembel. Et du côté de la Pennsylvanie, nous aurons comme en première partie René Itamouna Ondima. Et je vais commencer par lui, Ablaziz Moundé. Bonsoir une fois de plus. Une information circule depuis le début de l'après-midi, la manifestation de Genève. On nous a annoncé qu'elle était interdite. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Interdite ou pas? Oui, les autorités camerounaises auraient donc demandé à leurs homologues du canton de Genève. On n'entend pas ce que dit Ablaziz. Je crois que... Oui, est-ce que... Ablaziz, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? La manifestation de demain. Vous m'entendez maintenant? Oui, vous pouvez aller, c'est bon. Très bien. Très bien. Non, en fait, l'indication que vous donniez tout à l'heure, elle correspond à une certaine réalité, puisque les autorités camerounaises auraient, compte tenu de tout ce qui a été indiqué, des risques de débordement et aussi ce qu'ils appellent les atteintes à l'image du Cameroun, etc., selon la teneur des communiqués du président de l'Assemblée nationale, qui fait l'objet de notre discussion ce soir, du ministre de la Communication et du secrétaire général, du secrétaire à la communication du RDPC, Jacques Famenovo. Eh bien, au regard de tout cela, demander aux autorités suisses d'interdire la manifestation qui avait été déclarée. Parce que nous sommes dans le régime, comme au Cameroun, de la déclaration. En France, ici, quand nous organisions des manifestations ou des rassemblements, que ce soit pour Monique Oumateke ou d'autres causes, c'était une déclaration en préfecture. Il y a des Français ici qui ont manifesté pour demander la démission d'Emmanuel Macron, encadré par la police française. Et c'est la même chose en Suisse. En Suisse, on manifeste contre les autorités fédérales. En Suisse, on manifeste pour demander que les autorités fédérales, pour dire qu'on n'est pas d'accord
après même une votation, puisque c'est une démocratie quasi directe là-bas en Suisse. Donc dans le cas d'espèce, les autorités camerounaises ont souhaité qu'on puisse interdire la manifestation. À la police du canton de Genève a accédé une première fois à cette demande-là en s'adressant aux autorités helvétiques, et l'indication a été donnée donc aux organisateurs de la manifestation sous le collectif Diaspora patriotique et résistante du Cameroun, qui ont fait dans l'après-midi une conférence de presse, qui ont tenu une conférence de presse. Ça, c'est un tout petit peu les derniers recoupements que nous avions, qui ont tenu une conférence de presse pour maintenir leur mot d'ordre de manifestation et indiquer que demain, la manifestation qui est prévue sur la place des Nations à Genève aura bel et bien lieu. Un recours, il me semble, avait été introduit. Je ne sais pas quel est le sort juridique ou judiciaire qui a été donné à ce recours-là, puisqu'il était en référé d'heure en heure pour pouvoir effectivement demain être en mesure de manifester tout au moins dans les conditions tout au moins indiquées ou pas. Donc voilà ce que je peux dire concernant l'information sur la tenue de la manifestation demain. Voilà, on va prendre également le sentiment de René Itambouna. Le flou persiste sur cette manifestation projetée pour demain. René Itambouna, vous qui êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça vous arrange qu'il n'y ait pas manifestation demain ? Écoutez, absolument pas. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ses militants et les autres partis camerounais n'ont aucun intérêt à ce que si les Camerounais veulent organiser quelque chose dans un pays qui les héberge, et si c'est républicain, que cela soit interdit. Je pense que j'ai lu des coupures de journaux hier tard dans la nuit. Les autorités suisses locales ont décidé de changer, je pense, le parcours de la manifestation, ce qui peut-être aurait rendu celle-ci caduque. Donc, il faut comprendre une chose, Serge Alain Autou. Quand des Camerounais veulent manifester et que les termes, les propos, même soit des manifestants, soit de leurs amis soit relayés dans la presse au Cameroun, en Afrique et ailleurs, et que cela donne des relents de violence, ça peut pousser les autorités locales à prendre des précautions. Nous sommes d'abord attachés au Cameroun. Nous voulons débattre de politique. Je suis très heureux d'entendre mon frère et ami Ndjindam, que j'ai souvent l'honneur d'avoir en face. Et donc, je suis content quand il parle, je suis content quand il manifeste certains propos. Mais en même temps, on peut différencier, on peut avoir des points de vue politiques qui soient différents, mais avoir le bonheur d'être ensemble. Les Camerounais qui voulaient en Europe aller rencontrer ou protester dans les rues en Suisse essuient un échec. C'est un échec grave. C'est un échec qui pousse les gens à comprendre que peut-être qu'il faut passer par d'autres moyens. Mais une fois de plus, Serge Alain Autou, on parle de cet événement-là, on parle du voyage du président de la République au Cameroun, mais je pense que les soucis que nous avons, d'ailleurs, M. Ndjindam et moi, on pourrait les partager, c'est que nos frères, nos sœurs, nos amis soient bien traités dans les administrations où ils travaillent au Cameroun, que nos jeunes diplômés trouvent du travail dans les administrations et les entreprises au Cameroun. Je pense que M. Teguem m'a répondu partiellement tout à l'heure en me disant qu'il y a des pays qui ont des accords judiciaires avec le Cameroun et que les avocats qui exercent dans ces pays-là peuvent rentrer. C'est très limité. Il y en a 2 ou 3 pays francophones qui peuvent le faire. Peut-être les pays voisins en Afrique aussi. Nous ne demandons pas cela, une reconnaissance. Nous voulons des campagnes. Nous voulons que les avocats camerounais, les médecins camerounais viennent, comme le gouvernement venait souvent le faire, recruter leurs frères, leurs sœurs, les ramener au Cameroun. Nous voulons que les industriels camerounais à Douala, à Bafoussam, à Bemida viennent chercher leurs frères, leurs sœurs, les enfants et les ramener construire le Cameroun. Vous avez des ingénieurs camerounais qui auraient protesté demain matin ou après-demain alors qu'ils seraient au Cameroun en train de bâtir le Cameroun. On peut ne pas partager les mêmes points de vue politiques, mais nous voulons que ces médecins camerounais de l'étranger, nous voulons que ces ingénieurs camerounais de l'étranger, ces avocats du Cameroun viennent insuffler un souffle nouveau, excusez-moi la répétition, au système camerounais, à l'écosystème camerounais. We need to change the footprint. Il n'est pas question qu'un avocat camerounais s'installe à Douala et change la donne. Ce n'est pas possible. Il faut 100, 200 avocats camerounais de France, 200 à 300 avocats des États-Unis, du Canada, 500 ingénieurs d'Amérique du Nord pour changer les choses au Cameroun afin que la diaspora apporte
sa contribution. Nous ne venons pas changer votre pays, le pays dans lequel vous habitez. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos frères. Nous venons simplement contribuer ce que nous avons appris pour améliorer le cadre de vie de nos enfants et de nos parents. C'est ça, de ça qu'il est question. C'est ça qui nous pousse à parler en politique comme nous le faisons ici. C'est ça qui pousse certains peut-être même à protester dans les rues en Suisse. Évidemment que le système n'est pas le meilleur. Vous le dites si bien, l'opposition le dit encore, les gens le martèlent à la radio, les gens protestent pour le dire, mais nous voulons en même temps, et surtout ça c'est ce qui nous concerne, aller construire, mettre les voies et moyens sur pied pour construire, reconstruire, améliorer la vie au Cameroun. C'est ce qui est important pour nous. Est-ce qu'à la fin de cette émission, Serge Alain Autou, est-ce qu'il y a un jeune Camerounais qui a appris quelque chose qui lui permettra de changer sa vie demain? Est-ce qu'il y a une information, une analyse qui aurait été apportée, un encouragement qui poussera un Camerounais de France, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis à venir faire quelque chose de neuf au Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Je suis un membre aussi de du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur qui représente donc la diaspora camerounaise des États-Unis principalement. Je pense que la plupart de nos membres, la plupart de personnes qui viennent vers nous demandent de l'aide pour rentrer au Cameroun. On ne demande pas simplement des facilités douanières au cas par cas. Nous voulons un gros mouvement d'ensemble qui va changer l'écosystème. Nous sommes interpellés tous les jours. Comment changer la vie des Camerounais? Les Camerounais des États-Unis ne peuvent pas simplement aider leurs frères et sœurs qui leur sont proches, leurs voisins, leurs amis qui leur sont proches. Ils veulent mettre sur pied des systèmes qui vont améliorer la vie de l'ensemble de notre communauté. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le voyage du président de la République à Genève, bien que le président de la République a le droit de partir et que ses enfants ont le droit de venir battre le pavé pour attirer l'attention vers leurs soucis. Il y en a d'autres qui le font au Maroc, il y en a d'autres qui le font ailleurs, mais ceux qui sont capables, ceux qui ont déjà la liberté, ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui veulent le rentrer, ceux qui ont la volonté, permettez-leur massivement de venir reconstruire leur pays. Ça fait plus de 20 ans que les Camerounais s'en vont. Et maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague de notre diaspora qui veut revenir. N'oubliez pas Serge Alain Autou, selon le site Ancestry.com, qui fait donc des analyses d'ADN pour voir qui, parmi la communauté de la diaspora noire américaine et jusqu'en Amérique du Sud, aurait des origines africaines. Nous avons près d'1,5 million de personnes qui seraient parties de la côte du Cameroun, Cameroun-Nigeria. 1,5 million de personnes qui auraient des origines au Cameroun, au Congo ou au Gabon, qui sont susceptibles de rentrer, de contribuer là-bas. Mettons sur pied les voies et moyens pour que ces personnes-là viennent contribuer. Le débat de l'avion du président, le débat de l'hôtel du président, c'est essentiel, c'est intéressant, ça ne change pas la vie des Camerounais. Mais évidemment, le président de la République, je vous le dis, hein, M. Paul Biya n'a pas peur. Hein. M. Paul Biya, c'est un démocrate. Ceux qui hier disaient on ne va pas faire ça, il faut limiter ceci, il faut limiter ça. Je ne pense pas que le président de la République est dans cette logique-là. Le président de la République met sur pied des voies et moyens pour que les gens s'expriment. Certains d'ailleurs limitent ces moyens-là alors que le président de la République veut les élargir. Je suis très heureux d'écouter à votre journal que M. René Emmanuel Sadi est venu sur votre plateau. Il faut continuer dans cette lancée-là, encourager non seulement les nôtres, encourager aussi ceux qui sont en face de nous, car enfin, nous sommes une seule famille. Merci, on va revenir à vous, mais on va d'abord, il y a Abdelaziz qui demande la parole, il veut intervenir à votre suite, rapidement Abdelaziz, avant qu'on revienne en plateau. Oui, très rapidement Serge Alain, je voudrais dire que à titre personnel, je suis cofondateur et président de la Maison des Camerounais de France Centre Franco-Camerounais. On va intégrer le premier local, c'est la première en diaspora, c'est la première fois que nous allons avoir un local qui est monté par des Camerounais de la diaspora. Ce sera à Paris, au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement. Donc, voilà, malheureusement, Abdelaziz, il est parti. Je crois qu'il va nous retrouver avant la fin de l'émission. Marcel Yembel, on a suivi, on vous a interrompu avant le journal. Normal, il faut s'informer également. Marcel, il y a cette sortie, il y a une autorité traditionnelle très respectable, Sa Majesté Soukoudjou, qui pense qu'il demande au Cameroun de ne pas ternir l'image du Cameroun, mais en même temps, il demande au président, il suggère au président de prêter une oreille attentive à ces Camerounais-là de la diaspora. Oui, Sa Majesté est dans son rôle de chef traditionnel, garant des traditions. Il est dans son rôle de demander aux Camerounais de ne pas ternir l'image du Cameroun à l'étranger. Pourquoi? Parce que lorsque cette image est ternie, on peut avoir en face les Occidentaux, d'accord, qui demandent
C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais expliquer? Je veux dire ceci. Lorsque l'image est ternie, les enchères sont levées. D'accord? Les enchères sont levées. Et comme les États n'ont que des relations d'intérêt, pas des relations d'amitié, ceux de la diaspora peuvent demander au président Biya pour sa sécurité d'autres contrats. D'accord? Peut-être avec un peu comme avec la découverte des terres rares. Par exemple, ils peuvent demander au président Paul Biya de céder encore et encore des contrats, ce qui va encore paupériser davantage les générations futures. Donc c'est pour ça que nous comprenons, nous au PCRN, nous comprenons nos compatriotes de la diaspora qui manifestent, parce qu'avec la malgouvernance, avec autant de frustration, avec le tribalisme, avec le favoritisme, il est clair qu'on est comprimé et à un moment donné, avec l'absence de manifestation, c'est-à-dire d'autorisation de manifestation, il est normal qu'on puisse aller ailleurs s'exprimer, mais seulement nous leur demandons de peut-être manifester, mais surtout, comme ils sont de plus en plus écoutés, même par plusieurs personnes, par des jeunes, de demander à ceux qui sont au Cameroun et à eux-mêmes, pour ceux qui peuvent encore aller voter, ceux qui n'ont pas perdu leur nationalité, nous leur demandons d'aller s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'ils auront beau manifester à l'étranger, si le nombre d'électeurs depuis près de 30 ans est maintenu, d'accord, à la fin, en 2025, nous aurons toujours ces électeurs du RDPC qui sont quand même majoritaires, qui vont aller voter. Ils vont aller voter et le système sera maintenu. Alors, si les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales, il est clair que ceux qui vont s'inscrire maintenant sur les listes électorales, ce sont ces Camerounais indécis qui ont perdu espoir. Alors, qui ont perdu espoir. Alors, s'ils s'inscrivent sur les listes électorales, ils vont changer la donne. Parce que s'ils s'inscrivent et le jour dit, décident d'aller voter et contrôlent leur vote, nous pensons et nous le martelons, c'est-à-dire il y aura changement de paradigme dans ce pays et par les urnes. Voilà. Éric Yombi, manifester oui, et on ajoute même de Sa Majesté Sékou-Touré qu'il ne faut pas ternir l'image du pays, mais il faut quand même prêter une oreille attentive à ces Camerounais-là qui, entre guillemets, pleurent. Il faut les écouter. Oui, je comprends vraiment la position, la dichotomie ou alors la dialectique de ce chef traditionnel. Ternir l'image du Cameroun. Vous savez, si je dois parler comme l'homme de la rue, mais je dirais de manière terre à terre, mais ceux qui détournent ces milliards, ceux qui ont des comportements antipatriotiques, est-ce qu'ils ne ternissent pas également l'image du Cameroun? Nous sommes quand même à une période de Covid-Gate et on peut ressasser, n'est-ce pas, plusieurs autres affaires comme ça qui ternissent l'image du Cameroun. Ça, c'est l'interrogation que l'homme de la rue pourrait se poser. L'autre élément, ce serait une oreille d'écoute. Je comprends, mais en même temps, je me pose une autre question. Nous sommes en face d'un pouvoir qui est dans une logique de castration. Alors, si je dois faire un peu d'histoire, vous savez, le Cameroun a loupé une étape. La période de 1990, avec ce qu'on a refusé chez nous, les conférences nationales souveraines. Les conférences nationales souveraines avaient la vertu de rassembler les énergies de la République, de mettre ensemble sur même table tous les enfants de telle sorte que les nouvelles orientations soient définies. Le problème au Cameroun, c'est que ces orientations ont été définies par quelques-uns, en l'occurrence le RDPC. Ce qui fait que l'impulsion qui est donnée au Cameroun, au sens démocratique et politique, et même institutionnel à partir des 90, ce n'est pas une impulsion totale. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne se reconnaissent pas là. Nous parlons aujourd'hui des libertés. Nous parlons évidemment de 1990. Nous parlons du multipartisme. Donc nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de constater que dans la génétique, dans l'ADN de ce pouvoir, il y a une logique de conservation. Il y a une logique de castration qui fait que l'expression, les langages des autres voix dissonantes de la société dans l'espace public sont des voix qui tendent à être étouffées. Alors maintenant, pour qu'il y ait cette libération,
il y a deux possibilités. Soit le régime s'ouvre, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'il n'a jamais été, soit le peuple décide, dans un rapport de force, de récupérer ce qui lui revient de droit. Éric Yombi, c'est pas ça un parti politique, accéder au pouvoir et s'y maintenir? Tout à fait. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de maintien du pouvoir, il y a l'élégance républicaine. Oui. D'accord? La grandeur républicaine qui fait que le jeu doit être ouvert pour tous. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de république. Parce que le plus important, c'est d'être au service de la République et des citoyens et surtout de laisser quelque chose à la postérité. La question est simple aujourd'hui concernant les libertés. Est-ce que le régime en place, est-ce que le président Biya va nous laisser un bilan qui est intéressant au sens des libertés? Si on prend pour référentiel le discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale le 3 décembre 1990, disant que désormais, il accédait aux différentes réclamations voulant l'indépendance. La vérité est qu'aujourd'hui, ce bilan n'est pas bon. Nous sommes encore dans un pays où c'est difficile d'avoir une autorisation. J'ai eu la chance d'avoir été au Mali. Je vais vous dire ce que j'ai vu au Mali. Lorsque la plupart des fois, les Maliens veulent marcher, tout simplement qu'ils demandent à marcher et que de manière spontanée c'est accepté et la police encadre ces manifestations sans oublier que ce sont des personnes qui ont eu une certaine hauteur et qui ne sont pas dans cette logique des casses. Je vais terminer par un autre élément. Oui. Vous savez, il y a eu la conférence nationale au Bénin. C'était exactement en 1990, sauf erreur, fin 90. Et le 19 février 2020, le président Talon a reçu 2 journalistes pour faire le bilan de 30 ans d'ouverture démocratique. Le président de la République. Ça veut dire que dans un pays, on peut s'asseoir, on peut causer et on peut évaluer le chemin parcouru. Vous avez l'impression qu'au Cameroun, on s'est assis ensemble. Je ne parle pas du président de la République, je parle des Camerounais, y compris le président de la République ou alors l'État, faire le bilan de ce que nous avons fait ensemble. Est-ce que c'est déjà arrivé? À combien de reprises dans ce pays où on s'est assis pour dire ici il y a des manquements, il faut corriger? Je crois savoir également que nous sommes dans un pays où il manque les états généraux de beaucoup de choses. États généraux de la santé, états généraux de l'éducation. Mais ce que je pense au-delà de tout, le Cameroun a besoin d'une réconciliation. Le Cameroun doit s'asseoir avec ses propres enfants et avec le premier d'entre nous pour définir de nouvelles orientations. De mon point de vue, pour rattraper ce qui n'a pas été fait en 1990. Donc s'il y a une chose extrêmement importante à faire concernant les chantiers de demain avec le président en place, c'est de se réconcilier, se parler, rattraper ce que nous n'avons pas pu faire. Et dans cet exercice de rattrapage, vous verrez que de manière systématique, de manière automatique, nous aurons les éléments, une sémence pour résoudre cette question anglophone notamment qui nous perturbe. Voilà, je vous ai vu prendre des notes lorsque René Itamouna intervenait. Emmanuel Kounié, qu'est-ce que vous voulez dire à René Itamouna? Non, je voudrais dire à René Itamouna, puisqu'il a parlé de la diaspora qui pourrait revenir au Cameroun en masse pour investir, que l'Asie s'est développée grâce à la diaspora. Mais la diaspora n'est pas venue en rang dispersé pour s'investir. Ça s'encadre normalement dans un pays. Et c'est pour cela que le malheur du Cameroun, c'est justement, n'est-ce pas, cette longévité au pouvoir. Des gens qui pensent que le Cameroun d'aujourd'hui peut se gérer comme le Cameroun des années 60. Parce qu'ils ont été pendant les années 60 et aujourd'hui, ils pensent pouvoir, n'est-ce pas, apporter cette gestion-là dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. En Asie, comment ça s'est passé? Parce que si nous voulons que notre diaspora puisse nous permettre d'obtenir la technologie et de nous industrialiser, il faut qu'on regarde un peu comment les Asiatiques ont fait. Dans les missions diplomatiques, déjà au niveau des missions diplomatiques, tous les gens de la diaspora, tous les enfants tous les enfants de la nation sont répertoriés. On sait où est-ce que chacun est en train d'étudier. On sait que dans la sidérurgie, nous avons 100 personnes. Construction mécanique, nous avons tel nombre. Dans telle industrie, nous avons tel nombre. Et ces gens travaillent là-bas tout en sachant que dès qu'ils
seront capables, n'est-ce pas, de travailler normalement. Ils vont se référer à leur ambassade. Et puis, il y a une connexion entre la diaspora et l'État qui va pouvoir faire en sorte qu'on puisse regrouper ces enfants, les amener à rentrer dans leur pays pour installer des industries parce qu'ils auront maîtrisé la technologie. La technologie s'obtient par l'intelligence économique. On ne transfère pas la tenue d'un pays à un autre. On triche la technologie. On l'obtient par la ruse. Donc, pour que cela ait lieu, il faudrait que la diaspora soit organisée et que l'État ait une volonté, c'est-à-dire qu'il y ait une politique volontariste de permettre à ceux qui ont maîtrisé quelque chose de venir s'installer au pays. Ce n'est pas le cas chez nous. Il s'agit d'une diaspora. Nous avons l'État contre la diaspora et la diaspora contre l'État. C'est le cas du Cameroun. La preuve, on ne veut même pas accepter que ceux qui sont à la diaspora sont des Camerounais. On ne veut même pas le reconnaître. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas dire aux Camerounais il faut revenir, mais il faut revenir faire quoi? Si un médecin vient au Cameroun aujourd'hui et il gagne peut-être 5 000 €, il arrive ici, il n'a même pas de plateau technique, il n'aura même pas où se mettre pour travailler. C'est pour faire quoi? Donc moi je crois qu'il y a une volonté politique qui manque. Et je doute fort que ceux qui sont au pouvoir soient capables, n'est-ce pas, de faire ces choses-là parce qu'ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Vous ne pouvez pas demander aux gens qu'ils aient une politique transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a 10 générations qui passent, ils sont toujours là, ils pensent que c'est eux qui peuvent réfléchir pour les autres. Ça ne marchera pas. Et puis, s'agissant de liberté, je voudrais vous faire comprendre que le chef Sékou demande qu'on écoute également ceux de la diaspora. Mais je voudrais lui dire que comment il peut penser qu'on peut écouter? Est-ce que quand le MRC par exemple, nous voulions aller faire la marche du 22 septembre, les déclarations ont été déposées dans toutes les sous-préfectures. Il y avait des déclarations déposées et je peux vous dire que le MRC a les décharges de ces déclarations. Et nous sommes dans un système de déclaration. Ça a été interdit par les gouverneurs. Tout a été interdit, partout. Par les gouverneurs. Par les gouverneurs. Bon, maintenant, je ne sais pas. Il leur demande d'écouter quoi? Est-ce que ces gens peuvent écouter? Qu'on peut écouter quelqu'un? Ils ne peuvent pas écouter. Les gars du Nord... Non, ne soyez pas pessimiste. Non, puisqu'ils n'ont jamais écouté. Sauf si c'est maintenant qu'ils doivent commencer. Non, on ne commence pas à écouter au crépuscule de son système. Ça, c'est un système qui a déjà fait 40 ans. Ils vont commencer à écouter aujourd'hui pour combien de temps? Ça veut dire qu'ils sont... C'est le pouvoir perpétuel. C'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent commencer à écouter. Moi, je crois que ces gens-là ne peuvent pas écouter. Et puis, quand le chef Sékou parle de ternir l'image du Cameroun, mais il pense que quand on dit publiquement que les gens ont acheté des camions de sable à 700 000 francs, qu'ils ont acheté des sacs de ciment à 16 000, alors que tout le monde sait que ça coûte 5 000 francs, 4 500. Ça ne ternit pas l'image du Cameroun. Il parle de l'heure mercuriale de ce côté-là. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de mercurial qui puisse nous dire qu'un camion de sable coûte 700 000. Sinon, c'est pas possible, puisqu'on l'achète partout. Le BIC, donc ils vont nous dire que le BIC coûte 1000 francs, ils vont nous dire que c'est leur père mercurial. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça, c'est le vol. Il n'y a pas un autre mot pour dire ça. Donc, il y a le Covid-gate. Il y a le Covid. Est-ce que ça ne ternit pas l'image du Cameroun? Donc, ils comprennent que l'image du Cameroun est déjà ternie et qu'ils cessent de dire que que les enfants cessent de ternir l'image du Cameroun. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut que le président de la République nous montre qu'il y a une volonté réelle, n'est-ce pas, de changer quelque chose. Mais je crois même que quand je venais ici, vous aviez dit dans les thèmes que, et si le président de la République parlait, je peux vous dire que mon souhait, c'est qu'il ne parle pas. Parce que si M. Biya parle maintenant, il va tout gâter. Parce que chaque fois qu'il a parlé, il va dire, me voici à Douala. Il va dire, on a eu affaire au petit parti. Il va dire, la conférence nationale est sans objet. Et chaque fois qu'il a fait, il a mis le feu. Donc mon souhait, c'est qu'il ne parle pas, qu'il agisse. Parce que je crois que s'il s'adresse aux Camerounais dans ce contexte, on n'aura plus de problèmes qu'on en a maintenant. Donc, pour ma part, je crois que le chef Sékou... vous plaignez que le président est absent, on ne le voit pas. Oui, mais vous ne voulez pas qu'il parle comment... Mais s'il prend la parole, qu'il essaye de nous donner un discours d'apaisement. Voilà, mais je dis que quand on regarde ces différentes sorties, chaque fois qu'il y a un événement, il sort pour aggraver l'événement. Est-ce qu'il peut sortir maintenant pour demander aux gars de la diaspora, vraiment je vous ai compris, donnez-moi du temps, je vais voir, vos problèmes seront étudiés. Est-ce qu'il peut le dire? Il ne le dira pas. S'il sort de là, il y a de fortes chances qu'il dise des choses et qui vont nous embêter plutôt. Et puis, je voudrais dire un mot sur ce que mon panéliste du MRC vient de dire. Dire que PCRN vient de dire. Nous dire qu'il faut absolument que on aille s'inscrire, parce que si on s'inscrit, on va faire la masse critique et on va gagner les élections. Je voudrais vous dire que dans le contexte actuel,
tel que les choses se passent, une personne peut nommer tout le conseil électoral, nommer tout le conseil constitutionnel et faire ce qu'ils ont fait aux élections présidentielles de 2018. C'est-à-dire nous présenter sur 52 procès-verbaux, 26 procès-verbaux et 32 tableaux fabriqués par eux-mêmes. Et nous faire croire qu'on peut faire quelque chose avec ce système électoral. Mais il y a des partis politiques qui sont réunis. C'est pour voir dans quelle mesure. Maurice Kamto fait partie de ce Cabral Libi du PCRN, Hilaire Zipan, le président Kwemo, ils sont là. Je suis d'accord avec tout cela. Ils sont en train de réfléchir dans ce sens. D'accord. Je voudrais donc dire qu'il faudrait qu'on mette en avant c'est-à-dire le changement du système électoral. Oui. Parce que si le système électoral ne change pas, nous allons tout faire. Ils vont nous apporter des résultats qu'ils ont fabriqués une semaine avant les élections et on aura toujours les mêmes affaires. Il faudrait que le système électoral change. Bien entendu, il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, mais les listes électorales seules ne peuvent pas nous permettre d'avancer. On ne pourra rien faire. Si on veut contrôler le vote, nous savons comment ils font. Ils ont l'armée, vous avez vu au conseil électoral, le militaire qui s'est levé là-bas, s'est levé pour défendre les CAM défend le militaire et tout ça, tous ces gens défendent le RDPC. Alors quand vous êtes dans un système comme ça, vous pensez qu'on peut aller faire quoi dans une élection avec des gens pareils? Donc il faut que le système électoral au Cameroun change. Que la même personne ne nomme pas tous les gens dans tout le conseil électoral et tout le conseil constitutionnel. Si c'est le cas, je peux vous garantir que nos efforts seront vains. Donc moi je crois que pour chuter, que le chef Sekudjo ne peut pas nous dire que ces enfants sont... Bien sûr, ce qu'ils font n'est pas bien. Ça ternit l'image du Cameroun. Ça ternit l'image du Cameroun, mais qu'ils disent aussi au président Biya que les actes qu'il tolère, que Covid ternit l'image du Cameroun, que le scandale à Caen ternit l'image du Cameroun, que la... Non, Sa Majesté Sekudjo demande que le président écoute maintenant avec une oreille attentive. Qu'ils disent que les actes qu'il pose ternit l'image du Cameroun. Quand il est rentré du voyage, il s'est retrouvé à Simalène, il a dit qu'on avait tué 6 militaires, 2 gendarmes et 4 militaires, et qu'on devait traquer ces gens-là. Il a tenu ce discours. Aujourd'hui, nous avons 1200 militaires qui sont morts, nous avons plus de 5000 morts. Donc je crois que c'est plus grave, que la situation est plus grave que celle de ce moment-là où on avait tué 6 militaires. Donc, qu'ils puissent évaluer ce qui se passe quand ils parlent et quand la situation évolue et qu'ils comprennent qu'il doit changer de fusil d'épaule. La manière dont le Cameroun est géré ne peut pas nous permettre d'avancer. Il faut faire autrement. Le Cameroun doit être géré autrement et ceux qui nous gouvernent doivent comprendre qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin et c'est de croire qu'ils vont aller de l'avant et ils vont écouter personne, puis c'est le cas, puisqu'en réalité ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne, il faut bien qu'ils commencent à écouter les autres Camerounais. Voilà justement, Maître Georges Teghem, ce phénomène a perturbé le bon déroulement des séjours du président de la République. Ce sont des termes du communiqué du gouvernement signé le ministre René Emmanuel Sadi. Ce phénomène, il a commencé il y a un certain nombre d'années avec le code, mais depuis la présidentielle 2018, il y a la brigade anti-Sardina et les autres qui ont pris le relais. Ça s'est arrêté en juillet 2019 et voilà, ça reprend 2 ans après. On va dire que le Covid-Gate est passé par là. Le président n'a pas voyagé depuis juillet 2019. Il repart. Comment faire pour arrêter ce que l'Assemblée nationale appelle la récurrence vis-à-vis, cette défiance récurrente vis-à-vis de l'institution qu'est le président de la République. Comment arrêter ce phénomène? Est-ce que le président peut parler aux jeunes Camerounais de la diaspora? Est-ce que ça peut passer? Excusez-moi, je pense qu'on est dans un pays où on veut une chose et son contraire. On ne peut pas en même temps vouloir la décentralisation et vouloir que sur tous les sujets, ce soit le président de la République qui s'exprime. Moi, je suis de ceux qui pensent, peut-être que on est en démocratie, je le dis encore, qu'une constitution, c'est un esprit, la lettre et la pratique. Le président Biya, lui, il a sa pratique de la constitution. Il préfère faire confiance au premier ministre chef du gouvernement, au secrétaire général de la présidence de la République, aux parlementaires qui travaillent au quotidien. C'est son choix. Et c'est sa pratique qu'il a de la Constitution. Je voudrais rappeler ici que le président Mitterrand avait condamné la Constitution de 1958. Il a fait 14 ans à l'Élysée. Quand on lui a posé la question, il a dit « Elle n'a pas été faite par moi, mais elle me convient ». C'est-à-dire que ce qu'il appelait le coup d'État permanent pour lui, la Constitution lui convenait, il a commencé à l'appliquer. Ce que je voudrais également faire observer, c'est que j'ai écouté M. Yombi avec beaucoup d'attention. Mais si je n'étais pas le communicant du parti au pouvoir, parce que je suis tenu à un devoir de réserve, j'aurais un peu parlé de ces conférences nationales dans ces pays. Mais je suis obligé d'observer certaines réserves, parce que vous dites qu'il faut évaluer. Au Cameroun, monsieur, on évalue tous les jours. Pourquoi on est passé du document de la stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement 2030?
C'est parce qu'on a évalué et on a estimé qu'il fallait changer de stratégie. Avec quel bilan? Monsieur Kounié, lorsqu'on évalue et on change, c'est qu'on estime que dans l'implémentation de ce que l'on a fait, il y a peut-être des choses à corriger. Et le gouvernement de la République, conscient de cela, a pris une mesure en disant voilà ce qu'on devrait désormais faire. Et j'ai vu également que depuis un certain temps, le gouvernement travaille notamment avec les experts là-bas pour améliorer la qualité des projets pour qu'ils aillent jusqu'à leur terme. Parce qu'il s'est rendu compte que peut-être il y avait des problèmes de maturation des projets. Bref, un effort est fait. C'est votre droit de critiquer. Mais le gouvernement y travaille. Et à ceux qui sont dans la diaspora, je voulais dire une chose. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que nous, Camerounais, qui avons désigné le président de la République pour nous diriger par an, comme vous le dites vous-même, 40 ans, nous sommes des idiots d'avoir choisi le président Biya. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser les Camerounais. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Et ce que vous devez plutôt faire, c'est essayer de travailler pour essayer d'amener les gens à venir investir chez nous, en leur expliquant que chez nous, il y a un centre de formalité de création d'entreprise, en leur expliquant que dans notre pays, il y a des facilités fiscales, en leur expliquant que dans notre pays, il y a des facilités douanières, en leur expliquant que dans notre pays, il y a un plan national de reconstruction du Nord et du Sud-Ouest. C'est une opportunité d'investissement. Il faut expliquer ce qu'est votre pays. Et ceux qui souhaitent rentrer, c'est un pays ouvert. Il y a l'agence de promotion des investissements. Il y a l'agence de promotion des entreprises. Il y a des multiples projets au ministère de l'Agriculture. Il y a des multiples projets au ministère de l'Élevage. Ceux qui veulent rentrer ont matière à trouver un emploi. Il y a un gouvernement qui travaille tous les jours à améliorer les conditions fiscales. Il y a ce qu'on appelle les fonds de contrepartie, c'est-à-dire en termes d'investissement direct, d'une part, le gouvernement accompagne, et en termes de facilité fiscale, d'autre part, le gouvernement également accompagne, et douanière. Ce sont des efforts qui sont faits. Il y a davantage à en faire. Et au sujet du code électoral, je ne sais pas pourquoi c'est un sujet d'actualité pour le MRC. Vous n'y êtes pas. Le code électoral, M. Kounié, c'est une loi. Et pour modifier une loi, il faut une autre loi. Vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que lorsqu'on en parlera, vous n'y serez pas. Ma voisine du PCN encore peut en parler parce qu'elle a au moins un parlementaire là-bas qui pourra en discuter. La loi, il y a le principe de parrainage des formes. Pour qu'on modifie une loi, il faut une autre loi. Et le MRC n'y est pas. C'est un choix que vous avez fait, qui est un choix tout à fait démocratique que nous respectons. C'est votre volonté, mais lorsqu'on discutera du code électoral, nous sommes désolés, vous n'y serez pas si, éventuellement, le sujet est à l'ordre du jour du Parlement. Et je pense qu'il ne faut pas, si vous voulez, mettre, comme a dit le chef supérieur Bamendjou, si vous voulez, comment on dit, le pétrole sur le feu. En réalité, ou de verser de l'huile au feu. En réalité, les Camerounais doivent comprendre que le président de la République est notre choix. Et comprendre que si c'est notre choix, on veut le changer, dans 4 ans, les jeux seront verts. Et lorsque vous dites également que rien n'évolue, je pense qu'entre 82 et aujourd'hui, M. Yombi, peut-être que vous n'avez pas connu cela, aujourd'hui on peut s'exprimer au Cameroun. Vous parlez comme ça en 82, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Je le dis sous le contrôle de M. Kounié, qui est peut-être notre aîné ici, il peut vous le dire. En 82, vous ne pouvez pas tenir un plateau comme celui-ci où on se met à parler du président de la République, où les gens vont à Genève marcher. C'est la modernité, monsieur. Ce n'est pas le président Biya qui apporte ça. C'est la modernité, c'est l'effet du temps, c'est l'effet de mode. On ne parlait nulle part. On parle aujourd'hui. La colonisation est un effet de mode. À un moment donné, il y a eu les indépendances. La démocratie est un effet de mode. Ce n'est pas M. Biya qui a mis la démocratie. En 90, tout le monde a eu la démocratie. Le document de stratégie pour la croissance de l'emploi est un effet de mode. Le Tchad a eu le sien, le Centrafrique a eu le sien, le Bénin au même jour. Donc, il ne peut pas avoir la paternité de tout cela. Donc, il ne faut pas nous fatiguer avec des histoires de cette et la stratégie nationale de développement, c'est aussi le Tchad. Effet de mode. L'émergence 2020, comment dire, dans tel pays, 2035, 2050, tous les pays africains ont parlé d'émergence quand on a commencé avec les documents de stratégie pour la croissance de l'emploi. C'est les bailleurs de fonds qui ont d'ailleurs rédigé ces documents. Personne n'a rédigé ces documents au Cameroun. On leur a distribué. J'ai pas la stratégie nationale de développement. La stratégie nationale de développement, mais justement, c'est un document, tout le monde a compris que l'émergence ne peut pas arriver et que ça ne marche pas. Et on est passé à la stratégie nationale de développement. Et je peux vous dire que dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun, il y a des germes d'échecs parce qu'ils sont appuyés sur l'import substitution, ce qui n'est pas possible parce que l'import substitution suppose que vous devez produire ce que vous importez et au besoin exporter. Et depuis qu'on a parlé de ça, le Made in Cameroun, on n'en parle même pas. Donc, le riz est toujours importé en grande quantité, tout est importé en grande quantité. Okay. D'ailleurs, c'est le Fonds monétaire international qui nous donne les devises pour importer parce que nous avons fini nos devises. Donc, ces gens sont en chute libre.
Donc ne venez pas vous permettez à Maître Tegen d'aller jusqu'au bout. Bon, je voudrais terminer en disant, Monsieur Kounié, voyez-vous, lorsque quelque chose est fait, c'est les autres. Mais je vais vous dire une chose, nous n'avons pas honte de dire que les autres nous accompagnent. Nous demandons l'accompagnement du FMI, puisque nous le disons. Nous demandons l'accompagnement là-bas, je l'ai dit ici. Nous demandons l'accompagnement d'un certain nombre d'institutions. Et ça ne nous gêne pas de travailler avec les experts ou les pays voisins. Parce que ce que nous pensons c'est qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de vie des Camerounais. Même dans le cadre de la lutte contre le déficit énergétique, nous nous faisons accompagner par les autres. Donc, M. Kounié, ne nous dites pas que parce qu'on a fait comme les autres, on a mal fait. En tout cas, nous faisons ce que nous pouvons. L'essentiel pour nous, c'est d'aboutir à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et nous souhaitons que les Camerounais respectent le travail qui est fait. Nous souhaitons que les Camerounais nous accompagnent dans le travail que nous faisons, afin d'encourager ceux qui peuvent nous accompagner à venir également nous prêter leur assistance. Il n'est pas normal que dans un pays comme la Suisse, qui est un de nos principaux partenaires, que les Camerounais soient en train de manifester pour donner une autre image du pays. Le président de la République, vous dites qu'il a fait 40 ans, je l'ai dit, il l'a dit en Italie, que nous sommes un pays avec des dirigeants vieux, anciens. D'ailleurs, on le dit tous les jours. Et il nous a ramené ici les Italiens qui ont investi au stade olympique. Ce n'est pas mauvais quand il y a des investissements étrangers, il faut les saluer. Même si vous estimez que c'est un travail qui est fait. En plus, l'Italie nous a fait un crédit il y a quelques jours. Ça a provoqué, il y a même eu des débats ici, on demande pourquoi les étrangers nous accompagnent. Vous imaginez les Camerounais qui vont au FMI pour écrire, pour demander de nous accompagner. Mais ce sont des actes que vous, du MRC, parti politique responsable, vous devez dénoncer. Comme je vous ai suivi tout à l'heure, et je suis très heureux de vous le dire, vous avez dénoncé la manifestation qui est prononcée à Genève en disant c'est pas normal. C'est ce que nous attendons des partis politiques responsables. C'est ce que nous attendons des journalistes. C'est ce que nous attendons du PCRN. J'ai vu que malheureusement, le digne représentant sur ce plateau depuis ce soir a dit non, il faut les laisser manifester. Bien sûr qu'il faut manifester. Mais il ne faut pas s'attaquer à l'institution présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est le président de la République. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. C'est l'institution qui doit être protégée et non les hommes. Ok. Éric Yombi, comment faire pour arrêter ça? C'est ce que l'Assemblée nationale appelle défiance récurrente. Oui, défiance récurrente. On pourrait répondre de manière terre à terre en disant qu'il faut certainement libérer la parole. Ouais. Parce que bien entendu, en libérant la parole et l'expression, ça apporte encore plus d'énergie pour que le pays puisse converger de manière irréversible vers le développement. Mais mon compatriote, Maître Tegen, m'a relevé un aspect. Permettez que je m'y attarde. Oui, allez-y. Il a parlé de la BAD. Et du coup, je me suis rappelé que nous avons un illustre Camerounais qui travaille à la BAD. Il se nomme Célestin Monga. Et je vais vous dire, dans quelques instants, je vais vous donner la teneur de la fameuse lettre de Célestin Monga. Certainement, vous l'avez déjà lu, la lettre du 27 décembre 1990, la lettre ouverte au président de la République, où il s'insurgeait sur justement l'état des libertés. Et aux téléspectateurs et à vous d'en juger, si vous estimez que ce qui sera lu dans quelques secondes, on a l'impression que ça a été écrit en 2021. Voyez-vous, je suis comme vous. Il y a un cadre qui a été créé, mais le citoyen que je suis est critique vis-à-vis de la République. Ce n'est pas un malheur d'être critique. Au contraire, la République a besoin de critiques pour avancer. Donc permettez que je vous lise cette lettre et éventuellement aussi l'autre lettre qu'il a faite, parce qu'il y a une lettre 2, étant donné qu'après la lettre 1, il a été mis aux arrêts. Vous le savez sans doute. Alors, dans la première lettre, il disait, je cite, la fameuse cession des libertés. Il disait, quelque part, le RDPC a durablement noyauté les rouages de l'État. Et vers la fin, je vais aller un peu plus vite, il disait, votre parti, ça c'est la première lettre, votre parti, le RDPC, n'a pas le monopole des idées. Ne vous méprenez pas sur la patience manifestée par les Camerounais jusqu'à présent. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ça, c'est la lettre 1. Nous sommes en 90. Nous sommes en 90. Et quelques semaines plus tard, après avoir été mis aux arrêts, après le fameux procès que vous connaissez sans doute, puisqu'il y a eu un procès, Célestin Monga, Pius Ndiawe et le Messager, après avoir pondu cet article du 27 décembre 1990, Célestin Monga a été aux arrêts et je vais vous décrire en quelques lignes ce qu'il a dit par rapport à l'espace ou alors si vous voulez la prison ou la cellule dans laquelle il était. Voici ce qu'il dit. J'attendais une réponse
du Camerounais à ma dernière lettre. J'ai reçu plutôt la visite de policiers en armes qui m'ont traîné dans une cellule infecte pour une garde à vue dont aucune des conditions préalables prévues par la loi n'était remplie. Nous sommes, bien entendu, toujours dans la deuxième lettre de Célestin Monga. Et je continue pour terminer, je vais un peu vite. Alors, il dit une situation de faillite économique et morale qui rend extrêmement urgente une nouvelle manière de concevoir le Cameroun. Et je vais terminer par deux dernières choses. Seule une conférence nationale peut permettre d'associer d'autres compétences à la gestion des affaires publiques. Et je termine. Le Cameroun dispose de toutes les ressources nécessaires à un développement rapide. J'ai comme impression qu'il faisait même ici allusion à la diaspora. Maître Tegem, je suis d'accord avec vous. La République nous appartient tous. Mettons-nous ensemble pour construire ce pays qui a tout pour avancer. Acceptons d'être critiques par rapport à l'existant. Soyons debout, vent debout et demandons au premier d'entre nous, jusqu'ici, nous n'avons pas pu faire comme ça se doit un certain nombre de choses. Nous sommes un grand pays avec beaucoup d'investisseurs. Je suis gêné de savoir que le premier d'entre nous a du mal à recevoir certains Camerounais, notamment argent économique, et qui reçoivent de temps en temps les autres. Attitude panafricaniste sans doute, mais j'aimerais que le premier d'entre nous reçoive aussi certains d'entre nous pour leur dire allez-y de l'avant. C'est ça la République que j'imaginerais avec vous, Maître Tegem. Voilà, merci. On va prendre nos deux... les autres, les Camerounais de la diaspora, avant de revenir. Hein. On commence par René Itamouna. René Itamouna, bon après-midi une fois de plus. Comment faire pour arrêter ce que l'Assemblée nationale appelle défiance récurrente? Comment faire pour stopper ce phénomène, selon vous? En 2 minutes, on sort de l'émission. Oui, mais Serge, à l'heure où c'est aux Camerounais, chacun de recevoir le message et de prendre donc acte et de décider de la conduite qui serait la sienne. Mais je pense que nous sommes tous Camerounais. Je pense que nous aimons le même drapeau national, le même triangle national. Nous sommes tous attachés à ces valeurs-là et nous devons continuer de les protéger et de les partager. Dans toutes les familles, il y a des enfants, des frères, des sœurs ou des tantes, des papas qui sont fâchés ou même des mamans qui sont fâchées à des moments donnés. Ça peut durer longtemps. Je pense que M. Yombi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, a étalé comme ça quelques exemples qui montrent que oui, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et il faut pas être malhonnête. Hein. Nous sommes tous Camerounais à l'étranger, comme sur le triangle national. Quand ça ne va pas, on le dit, on y travaille. Ça peut prendre du temps, dans certains cas ça prend du temps, mais il y a quand même des avancées. Monsieur a dit tout à l'heure que c'est un effet de mode de la démocratie. Non, la démocratie n'est pas un effet de mode. Hein. Les sociétés choisissent de se conduire en démocrate. Même dans nos villages, il y a des conduites qui sont démocratiques. Ce n'était pas un effet de mode et ça datait d'avant 1990. Donc, il faut que nous, dans la diaspora à l'étranger, nous fassions un effort de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain au Cameroun, parce que parfois nous ne sommes pas en phase avec vous. Nous allons faire plus d'efforts pour vous comprendre, mais en même temps, nous lançons un appel ici. Nous voulons une grande campagne pour le retour de Camerounais. Je rappelle une fois de plus, pendant près de 20 ans, près d'un millier de Camerounais sont partis vers l'étranger. C'était les meilleurs en bac scientifique, c'était les meilleurs dans les facultés, c'était les meilleurs dans les grandes écoles qu'on a envoyés à l'étranger. Combien sont revenus? Qu'est-ce qui est fait pour qu'ils reviennent? Ne citons pas des petits exemples qui disent, bon, il y a des facilités douanières, c'est bien, ce n'est pas suffisant. Nous devons avoir dans nos ambassades, pas les services habituels, simplement de visa, de communication, de tourisme. Nous devons avoir des gens qui viennent en mission, en campagne, pour chercher les Camerounais, pour les ramener chez eux. Les Camerounais travaillent dans de belles entreprises en France comme aux États-Unis. Ces Camerounais-là peuvent ramener ces entreprises, ces expertises et ces compétences-là au Cameroun. Comment le faire? Ne demandons pas à chaque famille, à chaque médecin d'inviter son frère, son ami, son voisin. Il faut que ce soit une vaste campagne pour reconstruire ce pays-là. Nous sommes au moins d'accord sur un ensemble de choses. Qu'on soit du RDPC, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit simplement libéral ou de la société civile, nous voulons construire ce pays-là parce que nos frères, nos parents y vivent et beaucoup y souffrent. La majorité de Camerounais vivent dans des conditions difficiles, peu importe ce qu'on dit sur les plateaux de télévision. Comment est-ce qu'on va améliorer leur qualité de vie? Demain matin, comment on le fait? Et je répète, il nous faut des centaines de médecins de la diaspora pour entrer soigner les Camerounais chez eux. Il nous faut des milliers d'ingénieurs de la diaspora pour aller contribuer à reconstruire leur Cameroun. Il nous faut plein de gens qui sont dans la justice, dans les corps de métier comme la justice, dans le professorat, pour veiller à ce que les choses se passent bien.
pour qu'il n'y ait pas de débordement, non simplement contre les civils, contre les plus pauvres, contre les handicapés et les autres. Il faut vraiment construire ce pays de façon plus humaine et mettre l'homme au centre du développement. Il me chagrine beaucoup quand dans toutes les interventions, dans toutes les marches, on veut marcher contre le président, on veut marcher simplement contre un parti politique. Allons marcher contre la pauvreté, allons marcher pour reconstruire nos écoles, allons marcher pour que les entrepreneurs, les personnes qui sont à la retraite dans nos quartiers, contribuent à éduquer les enfants dans les quartiers. On m'a interpellé hier parce qu'il y a une école à Yaoundé qui a été un don du gouvernement du Japon, qui est tellement délabrée et qu'à côté, il y aurait une école qui serait pire. Que font les hommes d'affaires dans ces communautés-là, dans ces quartiers-là, pour repeindre les écoles avant les rentrées? Que faisons-nous? Ce n'est pas seulement le fait du chef de l'État. On ne peut pas vivre aux États-Unis, et moi je n'ai pas les décisions du président de la République, mais bien que M. Biden veuille intervenir dans tous les paliers de la vie, moi je ne vis pas avec les décisions de M. Biden. Beaucoup d'Américains vivent ici sans savoir qui est le gouverneur, qui est le maire, qui est le président de la République. Ce n'est pas important dans leur vie. Ça peut apporter un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Nous devrons vivre et construire un pays similaire à ce que les Camerounais aussi de la diaspora veulent, parce qu'ils sont des enfants de cette famille camerounaise-là. Il faut que les Camerounais s'impliquent davantage, pas simplement dans le jeu politique, mais au quotidien pour améliorer la qualité de vie. Merci. Que faisons-nous pour protéger les plages de Kribi? Que faisons-nous contre les criminalités à Douala? Que faisons-nous pour protéger nos frères anglophones? C'est de ça qu'il est question. Merci Serge Aléotou. Voilà, merci René depuis York en Pennsylvanie. On va terminer avec vous également. Abdelaziz, voilà, je vous vois. Abdelaziz, pour vous, oui, cette image, comment faire pour sortir de cette, j'insiste sur le mot de l'Assemblée nationale, cette défiance récurrente vis-à-vis de l'institution, parce que, comme j'ai dit, il y a eu le code, après... Il y a la brigade anti-sardinante 2018, ça a commencé, ça s'est arrêté en juillet 2019, et là, ça a repris depuis le 11 juillet. Comment faire pour sortir de ces rapports-là très tendus entre le président et les compatriotes de l'étranger? Je suis le moins haïssable, je suis cofondateur et président de la Maison des Camerounais de France Centre Franco-Camerounais. Nous allons ouvrir le 1er septembre 2021, ce sera la première fois en diaspora, une maison des Camerounais de France, un espace à vocation culturelle, économique, citoyenne, entre autres dédié aux Camerounais de la diaspora. Ce sera la première fois. Et nous travaillons dans le cadre de la Maison des Camerounais de France avec des ingénieurs camerounais. Nous allons monter le premier satellite camerounais, le premier nanosatellite camerounais avec des Camerounais qui sont designers de nanosatellites, de CubeSat, comme on les appelle aujourd'hui, parce que nous estimons que sur les 42 satellites africains aujourd'hui qui sont dans l'espace, il n'est pas normal que notre pays, le pays de grands ingénieurs, n'ait pas de satellites dans l'espace, entre autres. Nous faisons aussi avec des élus ce qu'on appelle le club des élus camerounais solidaires, avec le 1% solidaire en France, avec le 1% énergie, le 1% eau et le 1% déchets pour accompagner la décentralisation. Ça, c'est concret, ce sont des contributions. Mais Serge Alain Autou, la liberté vaut le couscous njapche. La liberté vaut le ndolé. On ne peut pas se contenter de ndolé, on ne peut pas se contenter de couscous et oublier la liberté. Ce qui se passe demain à Genève et ce qui s'est passé le 22 septembre en interdisant une manifestation de Camerounais, c'est quoi? C'est qu'il faut considérer que on peut très bien être un ingénieur, être un journaliste, être un spécialiste de droit de l'espace comme je le suis devenu, mais vouloir marcher pacifiquement et librement. Il faut que le Camerounais le comprenne. On peut vouloir être médecin et faire de la télémédecine pour son pays, le Cameroun, et vouloir dire non au président de la République, Paul Biya, et vouloir lui dire oui quand c'est possible. C'est de ça qu'il s'agit. Les États-Unis sont fondés sur cela. La liberté égale le couscous. La liberté égale le njapche. La liberté égale le ndolé. Ne privilégions pas uniquement le ndolé, ayons la liberté en ligne de mire dans nos esprits. Nous voulons passer ce message. Et quand je le dis, je parlais de moi tout à l'heure étant haïssable, c'est que nous contribuons à un tel point qu'on ne l'imagine pas. Nous avons fondé les Journées camerounaises du patrimoine. Le roi Ibrahim Boumondjoya Afouman est venu à Versailles à notre invitation dans une occasion solennelle pour valoriser l'image du Cameroun. Il y avait Manu Dibango de regretter mémoire, il y avait Charles Lembe, il y avait Alexandre Douleur-Douala, il y avait tout le Gotha camerounais. Et c'était une occasion pour que les trônes de chez nous rentrent chez nous, pour que nous ayons des musées de dimension internationale. Ce sont des contributions.
Mais je veux être libre de marcher, Serge Alain Autou. Je veux être libre de vous dire, à vous, Serge Alain Autou, non, ou de vous dire oui. Que mon oui soit un oui vrai et que mon non soit un non sincère. C'est cela, ce Cameroun que nous appelons de nos voeux. Une diaspora qui contribue, une diaspora qui est en marche, une diaspora qui peut avoir des divergences comme avec mon frère René Robert, mais une diaspora aussi qui peut dire « Je veux comme devant le Capitole manifester, je veux comme devant la Maison Blanche dire non à Trump, non à Biden, ou oui à Trump, oui à Biden. Je veux comme devant le Palais Bourbon à Paris dire non à Macron, ou devant l'Élysée dire oui à Macron. » C'est ça que nous voulons. Et M. Kaba-Yégué Djibril doit pouvoir se regarder dans le miroir. Comment on peut faire 30 ans comme président de l'Assemblée nationale? Comment on peut faire 40 ans comme président dans un pays où moins de 45% de la population, 45% de la population a moins de 15 ans, entre 15 et 20 ans? Il faut renouveler notre pays, les idées, les mœurs, les façons de faire. Kaba-Yégué ne doit plus être à la tête de l'Assemblée nationale dans un pays où il y a les René Robert des talents, où il y a les Tegen des talents. Mais de quoi on parle? Il faut que notre pays apprenne à entendre des vérités qui fâchent. Nous sommes bons. Serge Alain Autou, c'est un journaliste de grande qualité. Il y en a comme ça dans notre pays, le pays de Charles Ndongo, le pays d'Abel Bengue. Mais nous voulons aussi que Serge Alain Autou ne soit pas bâillonné, qu'il puisse exercer son métier de journaliste sans avoir le code pénal sous le coude. C'est ça. Nous voulons que le Ndolé ne soit pas simplement ce qui remplit le ventre du Camerounais, mais aussi qu'il la vive, le Camerounais, qu'il agite les esprits, qu'il agite les idées. Ok. Mais voilà. Merci. Donc je pense que nous avons réfléchi ce soir ensemble, en famille camerounaise, et que si demain des Camerounais manifestent pacifiquement et librement, sans violence, ils auront tout simplement exprimé leurs droits citoyens. En Suisse, en France, c'est ce qui se passe. Et au Cameroun, le 25 juillet, j'espère que le gouverneur de la province du centre, de la région du centre, le préfet du Fundi et le sous-préfet de Yaoundé 1 ou 2 ou 3 n'interdiront pas la manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci à Blaziz Moumbé depuis Paris. Merci également à René Itamouna Bondiment depuis York en Pennsylvanie. On va terminer avec vous. D'abord Emmanuel Kougné. On sort de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui. Demain, c'est une journée de tous les dangers. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je souhaite que les manifestations à Genève demain puissent se dérouler, si elles doivent se dérouler, puissent se dérouler dans le calme et la sérénité, et que nos frères de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, puissent exprimer clairement, n'est-ce pas, ce qu'ils reprochent au chef de l'État, et que le chef de l'État tende une oreille attentive aux revendications de ces gens-là, parce qu'il n'y a pas un autre forum où ils vont aller le lui dire. Lui n'a créé aucun espace pour qu'on lui dise pour qu'ils lui disent quel est leur problème. Donc, ils ont forgé cet espace, compte tenu du fait que lui, il est à Genève, et ils sont en train de lui adresser un message. Je serais très malheureux de constater que cette manifestation se dégénère, ou qu'il y ait des casses ou des histoires comme ça. Moi, je souhaite que la marche ait lieu et que les gens puissent exprimer fort ce qu'ils ressentent, et que le président de la République puisse tendre l'oreille à leurs revendications, à toutes les récriminations, et qu'ils puissent en tenir compte dans ces prochains actes. Merci, on termine avec vous. Marcel Guebel. Oui, en fait, avant de revenir à la fin, là, je voudrais rappeler à Maître Tegen que nous n'avons pas qu'un seul parlementaire à l'Assemblée nationale, mais 5, et aussi à M. Kougné. Je voudrais aussi dire à M. Kougné que le discours sur l'inscription sur les listes électorales qu'il tiennent depuis beaucoup d'années est pessimiste, et ce discours est ancré dans la tête des Camerounais. Ça fait que ils se sont écartés carrément de la chose politique. Donc, à chaque époque, un combat, et à chaque époque, une façon de faire. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Bon, maintenant, pour terminer, je dirais que demain, si jamais il y a manifestation, il faudrait que les Camerounais manifestent, comme M. Kougné l'a dit, paisiblement, et que c'est pas nous au PCRN qui disons aux Camerounais d'aller manifester. Ce sont les bienfaits de la démocratie dans ces pays-là. C'est pas le PCRN qui le dit. Donc demain,
que les gens aillent manifester s'il y a manifestation, mais dans les normes, et que le président de la République écoute ces Camerounais parce que ce sont des Camerounais. Parce que si rien n'est fait, même au niveau du Cameroun, à un moment donné, les gens vont se lever pour dire non. Ok. Merci à vous d'être venu. Merci, Maître Tigem. C'était... ça coïncide, hein? 16 janvier 2018, 16 janvier 2021, ça fait 3 ans déjà, Equinoxoir. Merci d'avoir participé au 3e anniversaire, Equinoxoir. Joyeux anniversaire. Il n'y a pas de gâteau, joyeux anniversaire. Merci. Très intéressant. Voilà, merci à vous également, René Itamuna Bondima. Merci à Blaziz Mondé Djibam, toujours égal à lui-même. Merci, cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinoxoir. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le Cameroun.